je vous propose de commencer cet atelier sur la santé des jeunes LGBTI+. Pour cet atelier, un vent de jeunesse va souffler sur la santé des personnes LGBTI+. On va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Philippe Martin, je suis ingénieur de recherche en santé publique et je travaille sur les questions de promotion de la santé sexuelle des jeunes, notamment des jeunes minorisés. Et je travaille également avec Maxence sur des projets sur la qualité de vie des personnes transgenres. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Maxence Bécu, je suis père expert sur le projet de recherche École Trans avec Philippe et également président de l'association Le Café des Transidentités qui produit entre autres des contenus informatifs sur les transidentités. Et donc aujourd'hui, on va avoir 4 présentations différentes avec une approche plutôt internationale, puisque des personnes vont parler de projets qu'ils mènent sur différents territoires. Et on vous propose donc de passer chaque présentation qui durera environ entre 12 et 15 minutes, puisque comme les sujets sont ont des similarités sur certains points, on vous propose un temps de questions à la fin des échanges, si cela vous convient. Et donc aujourd'hui, on a 4 interventions. Donc on reçoit Claire Van den Driesch, du coup, qui est médiatrice santé et coordinatrice associative pour la plateforme Trajectoire Jeunes Trans. Son intervention portera sur son retour d'expérience de terrain. On aura ensuite le docteur Lebizanan Guy Marcel, qui est chercheur associé junior au laboratoire Santé sexuelle, genre et développement et chef de projet sur un programme VIH à l'ONG Renaissance Santé à Boaké. Il présentera Pourquoi me protéger, enjeu de contraception chez les gays non expérimentés à Boaké en Côte d'Ivoire. Et nous aurons également Adèle Zufferet, qui est psychologue spécialiste en psychothérapie FSP d'orientation systémique et sexologue à l'ASPSC et directrice également de la fondation Agnodis, qui présentera un double dispositif pour des soins affirmatifs pour les jeunes trans et non-binaires. Et enfin, nous terminerons par Nelson Brucelon Apanga et Benoît Emar Ndelengo Vuka. Donc Nelson est étudiant président exécutif de l'association Urgence Congolaise, qui est une association qui lutte pour les droits des étudiants congolais LGBT+, et contre l'homophobie et toute forme de violence et discrimination, notamment avec des questions sur le harcèlement et les questions VIH, SIDA, IST en milieu universitaire congolais. Et la présentation portera sur l'urgence sanitaire des étudiants LGBT+, en République du Congo. Et donc on va pouvoir dès à présent commencer par la présentation de Claire, qui va nous parler de son expérience et de ses travaux. Merci. Donc j'ai écrit mon intervention, j'espère que ça ne va pas être trop rébarbatif. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc quelques petits mots pour compléter ma présentation. Je suis médiatrice en santé auprès des jeunes trans ou des jeunes en exploration de genre en Île-de-France. Donc ça concerne les enfants trans, les ados trans et un peu aussi les jeunes adultes trans de moins de 20 ans. Mon travail de médiation, qui m'occupe un tiers-temps, consiste essentiellement à faire le lien entre les familles des jeunes trans qui s'adressent aux associations de personnes trans de la région parisienne, qui sont en demande de prise en charge pour des soins affirmateurs de genre et qui ne savent pas exactement où s'adresser. Donc je les reçois en entretien, on discute un peu autour de l'histoire familiale, on essaie de creuser un peu pour spécifier quel type de prise en charge serait désiré. Ça peut être un accompagnement psychologique seulement, ça peut inclure pour les jeunes ados aussi des bloqueurs de puberté ou pour les plus âgés des hormones sexuelles. En fonction de tout cela, j'adresse cette famille à l'unité de soins hospitalière la plus adaptée et pour laquelle les délais d'attente pour un premier rendez-vous sont raisonnables. Et j'entends par raisonnable de moins de 3 mois. Si le jeune est assez âgé, que les deux parents sont très soutenants, je peux adresser également en médecine de ville pour une prise en charge plus souple et plus rapide. Une partie de ce travail de médiation consiste aussi à participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire, ou RCP, qui ont lieu chaque mois à Paris et par Zoom, et dans lesquelles toutes les unités de soins hospitalières parisiennes et de plus en plus d'unités de soins de région viennent présenter et discuter les demandes de soins affirmateurs de genre, donc bloqueurs de puberté, hormones ou plus rarement chirurgie, de tous les jeunes trans et de leurs familles, et pour valider ou non collégialement chacune de ces demandes. Une douzaine de situations sont ainsi discutées chaque mois. Au sein de ces RCP, discutent ainsi des pédopsychiatres, des psychologues, des endocrinopédiatres, des biologistes de la reproduction, des juristes, mais aussi des représentantes d'associations de personnes trans qui sont celles qui m'emploient.
Mon travail est en faveur de l'intérêt en santé des jeunes trans et consiste à m'assurer que si une demande de soins est écartée, même temporairement, que cette décision soit raisonnée et fondée sur les preuves médicales. Une autre partie de ce travail consiste à renforcer la démocratie en santé dans cette instance décisionnelle, c'est-à-dire de renforcer le principe selon lequel la personne concernée doit être au centre de la prise de décision médicale la concernant, et les organisations de personnes concernées au cœur des organismes et des dispositifs de santé qui les concernent. Donc, par exemple, depuis que les associations trans participent au RCP, les jeunes trans concernés par les demandes de soins et leurs parents peuvent eux-mêmes participer à la RCP afin, par exemple, d'appuyer leurs demandes, mais aussi de pouvoir entendre et comprendre les avis médicaux qui se forment sur leur dossier et bénéficier ainsi d'un processus de décision médicale qui soit réellement partagé. Ces participations ne sont pas obligatoires, mais sont un droit et participent à la transparence, à la lisibilité et à la démocratie de la prise de décision médicale. La présence des associations de personnes trans dans les RCP date de 2017, 2 ans après la création de celle-ci. À l'époque, c'était l'association AO-Trans qui a été invitée, suivie quelques années plus tard par l'Espace Santé Trans, puis Accept-ST. Ce n'est pas une présence qui va de soi, tant le secteur de la psychiatrie trans a conflictualisé son rapport aux associations trans par les violences symboliques des analyses qu'il a fait de la transitude et des violences physiques et psychologiques considérables qu'elles ont engendrées. Sur Paris, il a fallu attendre une nouvelle génération de médecins, et notamment la pédopsychiatre Agnès Condat, pour accepter le dialogue constructif avec AO-Trans, reconnaître l'expertise des personnes trans sur leur santé et leur légitimité à participer aux décisions médicales les concernant, et ainsi ouvrir la porte des RCP aux associations de personnes concernées. Mais au-delà des initiatives individuelles, l'intérêt économique à développer des partenariats avec les associations de personnes concernées était là. Les politiques des agences régionales de santé ainsi que de la Haute Autorité de Santé, ou HAS, tentent à renforcer l'engagement des usagers et usagères du système de santé dans les activités de soins, au sein des structures et des pilotages de projets, au sein de la formation des professionnels de santé, au sein des activités de recherche, etc. Ce mouvement de démocratie en santé n'est pas que le fruit d'une impulsion par le haut, il s'agit de résultats de lutte sociale qui, comme la HAS le rappelle d'ailleurs, est très largement due à la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi des mouvements de lutte anti-validistes et anti-psychiatriques. Il y a par ailleurs un intérêt en santé à ces partenariats hôpital-association, assurer une meilleure insertion dans le système de soins des communautés qui jusque-là en étaient éloignées par la marginalisation économique et sociale et les discriminations, en renforçant les liens, notamment par la médiation en santé, avec les organisations issues de ces communautés. Donc il y a un intérêt économique pour l'hôpital, dans un contexte de budget toujours plus contraint, de cocher la case engagement des usagers pour obtenir des financements. Il y a aussi un intérêt en santé qui rend ces partenariats d'autant plus efficients que les opérateurs du lien entre l'hôpital et les communautés, c'est-à-dire les médiatrices, pères et les pères aidants, sont des travailleurs et travailleuses à très bas coût, souvent même bénévoles. La contrainte économique qui s'exerce sur les budgets hospitaliers empêche également ces derniers de pouvoir capter l'ensemble de la croissance de la population trans adulte demandeuse de soins. Si jusque dans la moitié des années 2010, les équipes médicales hospitalières réunies dans ce qui deviendra la SOFACT livraient une guerre aux médecins de ville qui prescrivaient hors protocole, c'est-à-dire en réalité hors de l'hôpital et sans gatekeeping psychiatrique, l'heure est désormais à la décentralisation des soins. Les projets qui valorisent les partenariats ville-hôpital trouvent plus facilement des financements. C'est dans ce contexte historique et économique que s'est construit le projet Trajectoire Jeunes Trans en 2021, impulsé par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et Agnès Condat, ayant pour but de réunir tous les acteurs régionaux de l'accompagnement des jeunes trans et de leurs familles, et de favoriser leur accès au système de soins et la qualité de ces soins. Les associations ont été partie prenante dès la conception du projet, sont cofinancées avec l'hôpital par ce projet, et ont coécrit la charte des valeurs de la plateforme de la gouvernance. Cette charte, inspirée notamment des principes de Jakarta et des recommandations de Transgender Europe, pour une santé trans fondée sur les droits humains, reconnaît notamment le principe d'autodétermination de genre, par lequel nul autre que soi-même ne peut déterminer son identité de genre. La gouvernance, quant à elle, reconnaît une égalité de droit de vote stricte entre associations de personnes concernées et professionnels de santé. Donc on partait vraiment de loin. 2 des 3 équipes pédopsychiatriques fondatrices de ce qui, en 2021, est devenu Trajectoire Jeunes Trans, à savoir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la Fondation Vallée, se sont initialement réunies en 2013 sous l'initiative de Colette Chilan, psychiatre, psychanalyste, philosophe. Les perspectives de Colette Chilan vis-à-vis des jeunes trans, décrites dans 2 articles signés d'elle de 1988 et 2004, sont très claires sur le fait qu'elle considérait la transidentité comme un résultat développemental à éviter absolument et que les traitements proposés visaient à réduire les comportements de l'autre genre chez l'enfant. En un mot, elle pratiquait et professait les thérapies de conversion anti-trans. Les équipes de la Pitié-Salpêtrière et de la Fondation Vallée elles-mêmes ont été formées au CAMH de Toronto, au Canada, dans l'unité clinique spécialisée dirigée par Kenneth Zucker, peu de temps avant que celle-ci ne soit dissoute suite à l'interdiction par l'Ontario des thérapies de conversion contre les mineurs LGBT en 2015.
Les objectifs de trajectoire Jeunes Trans incluent une meilleure coordination entre les associations et l'hôpital, mais aussi entre la ville et l'hôpital, et la ville et les associations. Mais pour cela, encore faut-il des médecins de ville formés dans la région. Donc, face aux lacunes de la formation initiale des médecins sur les enjeux trans, ce sont les 3 associations trans membres des RCP, ainsi que 3 médecins de ville organisés autour du réseau Santé Trans d'Île-de-France, de mener cette formation. En 3 ans, elles ont formé plus de 200 médecins, principalement des généralistes, à la primo-prescription d'hormones, sans psychiatrisation de l'accès aux soins. Mais la primo-prescription d'hormones en médecine généraliste de ville fait toujours peur. Sur ces centaines de médecins formés par le réseau Santé Trans d'Île-de-France, quelques dizaines seulement font effectivement des primo-prescriptions chez l'adulte et un seul accepte de primo-prescrire chez les mineurs de 16 ans, en ville. Donc pourquoi une telle peur ? Donc une grande part de cette crainte est liée à l'absence de protocole cadre en France, hors celui des équipes médicales hospitalières de 1989, encore utilisé par l'assurance maladie pour les remboursements de soins chirurgicaux, mais qui n'a aucune base légale. Pourtant, un cadre est prévu par la loi. Il y a en effet une liberté de prescription du médecin dans les limites des données acquises de la science. Or, celles-ci font l'objet d'un consensus international des professionnels de la santé trans, réunis autour de la WPATH, qui a développé en 2023 la 8e version de ces standards de soins. Dans l'esprit de la démocratie en santé, le comité, qui constitue plus d'une centaine de personnes, qui a élaboré ce texte de consensus, inclut un grand nombre de personnes trans expertes. 2 autres protocoles sont à venir qui pourraient réduire cette crainte de prescrire: les futures recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé pour les 16 ans et plus, et les futures recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les adultes. Dans chacun de ces 2 cas, les groupes de travail incluent des personnes trans expertes. Dans chacun des 2 cas, la présence de celle-ci a été dénoncée comme un biais. Les personnes trans ne pourraient prétendre être scientifiques et objectives, encore moins à décider pour la santé de leur communauté. Des organisations promotrices des thérapies de conversion anti-trans ont donc demandé la dissolution de ces comités. Le Figaro et CNews sont même allés jusqu'à nommer et outer tous les membres trans du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, dont je fais partie. Il y a déjà eu des conséquences économiques et psychologiques pour un certain nombre d'entre eux, car leur vie privée a été définitivement violée. C'est que les attaques concernant les soins aux jeunes trans se font de plus en plus puissantes et expliquent une autre partie de cette crainte à prescrire chez les mineurs. En France, le backlash a commencé fin 2020, à la suite de la sortie du film Petite fille. J'en dénote 3 principales, fortement liées entre elles. La première dénoncerait une croissance exponentielle, hors de tout contrôle, de la demande de soins des mineurs trans. Donc pour vous donner une idée, en tant que médiatrice, en tout, sur une année, j'ai accompagné une 40aine de familles. Loin de ce qu'on peut entendre dans la presse sur une explosion ou sur cette croissance exponentielle de mineurs trans, une 40aine de demandes de prise en charge annuelle, ce n'est pas tant que ça. C'est un chiffre qui est cohérent avec la population estimée de mineurs trans pris en soins, évaluée en 2020 par l'assurance maladie, à 294 mineurs sur toute la France. C'est en revanche très inférieur à la file active associative pour les demandes d'aide d'adultes trans en Île-de-France, qui rien que pour Accept-ST, par exemple, dépasse les 3000 personnes trans à accompagner annuellement. Donc il y a pour moi un gros décalage entre la démographie trans adulte et la démographie des mineurs, essentiellement lié, je pense, au fait que la plupart des mineurs qui ne sont pas soutenus par leurs parents et ne rentrent en contact avec les associations qu'une fois arrivés à l'âge adulte, bien souvent après une rupture familiale. En effet, d'après l'enquête Virage de l'INED, 60% des jeunes trans subissent des violences intrafamiliales, qu'elles soient physiques, psychologiques et ou sexuelles. Et un jeune trans sur 5 quitte le domicile parental suite à un conflit, en moyenne vers 18,9 ans. C'est à ce moment-là que les associations et le tissu communautaire peuvent commencer à intervenir pour tenter de réparer les dégâts que la transphobie a eus sur ces personnes tout au long de leur enfance, sur leur parcours scolaire, leur capacité d'agir, leur confiance aux autres, leur estime de soi et de manière générale sur leur santé et leur bien-être. Les 2 autres critiques tentent d'expliquer cette croissance exponentielle, je cite, inexistante pourtant en France, par l'irruption des réseaux sociaux dans les années 2010, qui aurait entraîné une vague de misogynie intériorisée et, je cite, la transidentification des jeunes filles pour devenir des garçons trans, avec de terribles conséquences en santé mentale. Derrière ces 2 idées, celle de la contagion sociale, d'une part via les réseaux sociaux, et de la prédominance des jeunes assignés filles à la naissance dans l'ensemble de la jeunesse trans, il y a du vrai et du faux. Le faux, c'est l'influence des pairs et des réseaux sociaux sur l'identification transgenre. C'est une hypothèse qui a émergé de l'analyse de discours de parents d'ados trans opposés à leur transition. Elle n'a donc aucune validité, comme l'autrice de l'étude fondatrice de cette hypothèse, Lisa Littman, l'admet elle-même. Son étude n'apporte aucune preuve causale de l'influence des pairs sur l'émergence rapide d'une transidentité à l'adolescence, comme elle le dit elle-même, là encore. L'hypothèse elle-même a été testée dans un échantillon clinique d'adolescents trans et n'a pas pu être prouvée. En particulier, les jeunes trans qui discutaient avec leur père n'avaient pas une santé mentale détériorée, bien au contraire. Et pourtant, cette hypothèse, descriptive, non valide et même invalidée,
appelée dysphorie de genre d'apparition rapide, ou ROGD, s'est développée depuis 2018 comme une traînée de poudre et s'est propagée sans aucune prudence scientifique par d'éminents experts dans le monde, jusqu'à l'Académie nationale de médecine en France, qui, après s'être opposée à la PMA pour toutes, s'attaque désormais aux mineurs trans et qui cite l'étude du ROGD, c'est-à-dire de la contagion sociale de la transidentité, comme probante, ce qui est tout simplement faux, mais justifiant selon eux une très grande prudence des parents et du corps médical vis-à-vis des transitions des jeunes trans. Il y a toutefois quelque chose de vrai, et je conclurai là-dessus, c'est la prédominance des jeunes assignés filles à la naissance dans l'ensemble de la jeunesse trans. La plupart des unités pédiatriques de genre rapportent des taux de l'ordre de 2/3 à 3/4 de jeunes trans masculins, pour 1/4 à 1/3 de jeunes trans féminines. C'est aussi ce que rapportent les données de recensement au Canada et en Grande-Bretagne. Dans une étude que je mène avec David Cohen, chef de ce service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière, nous trouvons, en exploitant les données de près de 20 000 personnes trans et 100 000 lesbiennes, gays, bisexuels, cis de toute l'Europe, que cette prédominance de jeunes trans masculins n'a non seulement rien à voir avec les réseaux sociaux, mais fait partie d'un phénomène plus large, puisque les jeunes lesbiennes et les jeunes femmes bisexuelles cis sont également prédominantes par rapport aux jeunes gays et jeunes hommes bisexuels cis. Il existerait en réalité un phénomène large par lequel la transgression de la norme hétérosexiste masculine serait plus durement sanctionnée dans l'adolescence par rapport à la transgression de la norme hétérosexiste féminine, ce qui expliquerait pourquoi les jeunes LGBT assignés garçons à la naissance font leur coming out trans, gay ou bi, en moyenne plusieurs années après les jeunes LGBT assignés filles à la naissance. Également intéressant, nous avons trouvé que tous les 30 pays d'Europe étudiés sont affectés, sans exception, par ce phénomène, mais à des niveaux différents. Dans les pays les moins soutenants pour les droits LGBT, les LGBT assignés garçons à la naissance font leur coming out encore plus tard par rapport aux LGBT assignés filles à la naissance que dans les pays plus soutenants des droits LGBT. Donc, si une influence sociale existe dans l'émergence d'une transidentité, elle n'est donc pas liée à l'influence directe des pairs sur les réseaux sociaux, mais bien plus probablement à la qualité de la démocratie d'un pays et de sa capacité à respecter et faire respecter les personnes de diverses orientations sexuelles et identités de genre qui y vivent ou survivent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette intervention. N'hésitez pas à noter vos questions pour Claire et je vous propose qu'on passe à la présentation suivante avec l'intervention de Guy Marcel. Si j'arrive à faire fonctionner l'informatique, ce qui n'est pas mon fort. Elle était cachée. Guy Marcel, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Je suis là. Bonjour tout le monde. Alors, vous m'entendez? On vous entend très très bien. On va. Est-ce que tout le monde. Déjà à Maxence, qui a coordonné vraiment le long du début de cette conférence, qui a voulu bien me mettre en ligne déjà pour déjà que je puisse déjà communiquer. Je devais être en France avec vous, malheureusement, cela n'a pas été. Donc, je me ferai fort de pouvoir partager déjà ma thématique via vidéoconférence. Je ne sais pas si on pourrait mettre ma communication, on pourrait la partager à l'écran. C'est possible? Ou je peux le faire moi-même? Est-ce que vous pouvez essayer de partager vous-même, comme ça vous pourrez passer les slides, Marcel? D'accord. Je peux le faire moi-même, c'est ça? Normalement, vous avez les accès. Et sinon, on projettera directement de chez nous. D'accord. Je vais essayer. Là, je ne maîtrise pas. Vous avez le bouton partager l'écran. J'ai du mal à vous entendre. Vous m'entendez bien, vous? On vous entend bien. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Oui, là, je vous entends mieux. Du coup, normalement, vous avez le bouton partager l'écran en bas de votre écran.
D'accord. Et sinon, Bon, je vais essayer de on partage partager. votre présentation. Euh, Désolé, je cherche toujours. Sinon, je peux projeter votre présentation. Si je peux, comment? Je peux projeter votre présentation, Marcel. Comme ça, normalement, vous devriez la voir. D'accord. Et vous me dites quand passer les slides. Ok, d'accord. D'accord, merci, merci, merci. Bien, donc on peut commencer. Je peux y aller? Oui, vous pouvez commencer. D'accord. Merci. Bien, je me présente. Je suis Lébi Zangui Marcel. Je suis jeune chercheur, docteur en sociologie, assistant de recherche dans un laboratoire nommé le LAGET, Laboratoire Santé, Sexualité, Genre et Développement, à l'Université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Et je travaille comme chef projet dans une structure prenant en charge en fait les populations clés dont les projets vraiment sont axés sur la prise en charge à VIH. Je vous partage déjà ce matin une expérience de recherche que j'ai effectuée déjà sur, sur une année, je pense, oui déjà une année. Et la question déjà que j'aborde, c'est pourquoi me protéger? Enjeu du préservatif chez les gays non expérimentés à Boaké, Côte d'Ivoire. Et je veux dire, la cible déjà de mon intervention, c'est les gays non expérimentés. Et la thématique ici, traitant des gays non expérimentés, s'inscrit déjà dans la santé des jeunes LGBT+. Déjà. Excusez-moi si on peut passer la diapo. On peut passer la diapo, s'il vous plaît. D'accord. Je vais essayer de le faire avec mon ordinateur. Et est-ce que là, c'est la diaporama de contexte de la recherche, hein? Oh oui, la diapo Non. du... Normalement, elle est affichée. D'accord. OK. Merci. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre déjà de prime abord, en contexte déjà, c'est que les MSM sont reconnus comme exposés à un haut risque de contamination au VIH en raison des discriminations et de violences subies. Voilà. Et l'usage des préservatifs et de la PrEP se révèle encore négligé chez les MSM, encore plus chez les gays non expérimentés, ces jeunes gays non expérimentés. Et le très faible recours à des moyens sûrs de contraception, condoms et PrEP, les expose à de hauts risques de contamination à chaque rapport sexuel, surtout avec des partenaires sexuels plus expérimentés. Et les jeunes gays non expérimentés, âgés entre 16 et 25 ans, figurent comme l'une des populations encore marginalisées dans l'accès aux soins. Pourtant, cette catégorie n'est pas ciblée spécifiquement par les campagnes de sensibilisation dépistage par les programmes en Côte d'Ivoire. Et il faut retenir aussi que les déterminants influençant leur faible négociation du préservatif, ainsi que le recours à la PrEP, chez eux reste encore sous-exploré en Côte d'Ivoire, le cas de la ville de Boaké et de Yamoussoukro. Bien entendu, la ville qui a accueilli en fait notre réflexion, notre recherche. Alors, ce que je vous propose est le résultat d'une étude qualitative s'appuyant sur des entretiens individuels compréhensifs où nous avons interrogé des gays non expérimentés fréquentant des centres dédiés qui ont été recrutés en fait lors de leur consultation médicale ou encore par des pairs. Voilà, un recrutement qui a été fait par pairs où certains de leurs amis nous ont connectés à eux pour qu'on puisse déjà les interroger. Donc, au total, pour l'étude, c'est 10 gays âgés de moins de 20 ans n'ayant pas fait leur coming out dans leur environnement immédiat, famille, et n'utilisant pas systématiquement le condom et la PrEP qui ont été interrogés. Et l'analyse thématique a permis d'analyser les discours de nos enquêtés afin de produire des résultats. Donc, de façon vraiment très brève, deux principaux résultats ont émané en fait déjà de notre questionnement. Voilà, de notre questionnement. C'est qu'est-ce qui explique plus ou moins
ce faible recours au préservatif et à la PrEP, voilà, comme moyen, comme mode préventif chez cette jeune population. Voilà. Et il est ressorti que le fait de ne pas utiliser des préservatifs chez ces jeunes-là ou encore d'avoir recours à la PrEP, déjà, a à la fois une dimension purement individuelle et de l'autre côté, une dimension, je veux dire, déterministe. Voilà, déterministe. Donc, on retient que le désir déjà de pouvoir se faire accepter, il y a une dimension symbolique et identitaire qui se rattache en fait au recours à la PrEP et à l'usage du préservatif pendant des rapports sexuels avec des partenaires gays non expérimentés et plus expérimentés. C'est que entrer dans le mood c'est, je veux dire, une façon de pouvoir s'affilier à un mode de pensée des jeunes, voilà, de vivre son délire par exemple. Hein, ce sont les thèmes qui sont ressortis, qui ont émergé, que je sais déjà de donner. Entrer dans le mood, vivre son délire et se faire valider par les autres gays euh, non expérimentés et surtout pour les plus expérimentés, par les plus expérimentés, motivent en fait leurs activités sexuelles free, sans préservatif et encore, ainsi que les autres modes de prévention tels que la PrEP. Ces jeunes-là, j'explique, ont le désir en fait de se faire accepter. Dans ce désir de se faire accepter par des gays moins expérimentés et par des gays plus expérimentés et de pouvoir avoir accès à cette communauté, décident alors de pouvoir avoir une sexualité sans barrière, sans avoir recours à d'autres modes de prévention tels que le préservatif et la PrEP. Et cette dimension identitaire, symbolique, vient carrément renforcer, si vous voulez, leur, le non-usage, voilà, le non-usage du préservatif et du recours à la PrEP. Et comme deuxième résultat, il n'y a pas que seulement ces dimensions individuelles, il y a également ces dimensions déterministes, ces facteurs extérieurs à eux, qui constituent déjà, je veux dire, une bonne partie, hein, une bonne partie du fait que, voilà, qui justifie plus ou moins, qui justifie leur faible accès à la PrEP ou encore à l'usage du préservatif et à tout ce qui est contenu de sensibilisation. Il faut dire que l'insuffisance des services répondant aux besoins spécifiques des gays non expérimentés sur les dangers sanitaires liés au non-recours au préservatif et à la PrEP renforce leur promiscuité des pratiques ainsi que la grande stigmatisation dont ils sont victimes et les expose au VIH. Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de cette dimension-là? C'est qu'il y a encore très peu de structures qui répondent aux besoins spécifiques des gays non expérimentés. Et très peu d'ONG, très peu, je veux dire, encore dans nos hôpitaux publics, il y a encore des services qui stigmatisent les jeunes LGBT, en particulier les gays non expérimentés, qui eux aussi vivent, puisqu'ils n'ont pas fait leur coming out et qui sont encore très jeunes, pour se décider vraiment je veux dire, pour mieux comprendre en fait leur identité ou encore leur bord sexuel, ces jeunes-là se retrouvent à vivre dans une promiscuité de pratiques, voilà, qui vivent leur sexualité vraiment sans vraiment en savoir plus sur les dangers qui se relient en fait à ce mode je veux dire, à cette vie sexuelle avec des partenaires sans l'usage de préservatifs. Et quelque part, c'est encore l'une des grosses lacunes structurelles, hein, en Côte d'Ivoire qui empêche ces jeunes-là ou qui limite ces jeunes-là dans l'accès aux soins, qui les maintient en fait à un niveau encore où ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à tout ce qui est soins. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? C'est que le contexte encore très homophobe et les lacunes structurelles, on l'a dit, en ce qui concerne l'inclusion dans la prise en charge au VIH en Côte d'Ivoire, discriminent les MSM adolescents et jeunes et les rend encore plus vulnérables à la contamination au VIH. Alors, nous suggérons que des politiques et programmes ciblant les gays non expérimentés en leur affectant un paquet de prise en charge spécifique à leurs besoins serait vraiment très important, serait utile
pour réduire leur contamination au VIH-Sida. Et par ailleurs, il faudrait accentuer également la recherche sur les MSM, en particulier les gays non expérimentés, afin d'améliorer leur prise en charge, afin de pouvoir leur permettre vraiment une inclusion sanitaire pour qu'ils soient vraiment pris en charge et que cette population soit moins vulnérable que ce qu'elle est maintenant. Ce serait vraiment un très grand avantage, ce serait un grand pas dans les droits humains et ce serait vraiment, je veux dire, un grand pas aussi pour la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays où la diversité de genre et la diversité sexuelle est respectée, est plus ou moins en voie, voilà, de pouvoir favoriser une très bonne inclusion. Donc, sur ce, voici ma présentation dénommée Pourquoi me protéger? Enjeux de contraception chez les gays non expérimentés à Boaké, Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On va pouvoir passer à l'intervention d'Adèle Zufferet. Bonjour, je suis Adèle Zuffret, je suis psychologue, psychothérapeute, sexologue. Alors de un peu moins loin quand même, je suis de la Suisse, donc vraiment juste à côté. Donc j'aime bien quand on parle d'internationalité, quand on parle de la Suisse, alors qu'on est presque une province française à ce rythme-là. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter un dispositif, un double dispositif qu'on a en Suisse, actuellement en Suisse romande. Donc pour que vous sachiez, la Suisse est séparée en 3 régions linguistiques principales. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, promis, mais c'est juste pour que vous compreniez que la Suisse romande est vraiment la partie francophone collée du côté de Genève. On a le côté de Bâle qui est collé à l'Allemagne, où là, on a toutes les parties de la Suisse alémanique. Et en bas, à l'Italie, vous avez la Suisse tessinoise, donc la Suisse italienne. Donc il y a ces 3 régions francophones qui ont des fois des difficultés dans la communication et dans le partage d'informations, même si on essaye en majorité maintenant de changer cet état de fait. Mais la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment sur la Suisse romande, donc la partie francophone, comme a pu présenter certains résultats qui ont été présentés par Camille Desclamidia tout à l'heure. Pour présenter ce dispositif, je vais commencer par présenter la Fondation Agnodis. La Fondation Agnodis, de laquelle je suis directrice depuis l'année passée, est une fondation qui existe depuis maintenant 15 ans, à peu près, enfin plus que 15 ans, qui s'est occupée dans un premier temps de toutes les personnes trans au niveau suisse, parce qu'il y a maintenant 16-17 ans à peu près, la thématique trans au niveau suisse était à peu près à l'âge de pierre, parce que la Suisse, on met un peu plus de temps. Je sais qu'on parle beaucoup de la lenteur suisse. C'est vrai qu'on parle aussi de cette lenteur au niveau politique. On a eu le mariage pour tous seulement à partir de l'année passée, donc vous voyez qu'on a quand même plusieurs années, une décennie de retard. Donc sur les droits et l'accès aux soins pour les personnes trans, pendant longtemps, on a quand même été un peu à la traîne. Ce qui fait que la Fondation Agnodis a été créée il y a 17 ans dans le but de promouvoir et de permettre un accès à des soins de qualité pour les personnes dans un cadre d'une transition de genre. Depuis 2016, donc à peu près depuis que je suis rentrée en fonction, la Fondation Agnodis s'est vraiment concentrée uniquement sur les mineurs. Donc on a nos collaboratrices du checkpoint, d'un checkpoint qui est dans le canton de Vaud, qui s'appelle le checkpoint de la Fondation Profa, qui, elles, s'occupent des personnes majeures. Et de notre côté, on s'occupe des personnes mineures. Et notre travail principal va s'axer sur 2 publics cibles. Le premier, les jeunes, en questionnement ou en affirmation de genre, ainsi que leurs proches. Notre deuxième public cible vont être les professionnels de la santé, que ce soit somatique, psychologique, du social. Donc on fait aussi tout un programme de formation pour les professionnels qui peuvent être en contact avec les jeunes. Donc vous imaginez que ça fait un large corps de métiers qui peuvent être en contact
avec des jeunes concernés pour justement permettre un accès à des meilleures pratiques et même juste un accès de comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on parle de ces thématiques, puis essayer de un maximum réduire la désinformation qui malheureusement touche aussi assez majoritairement notre territoire, malgré, comme l'a dit Camille, sa neutralité. La neutralité ne veut pas forcément dire qu'on a un gouvernement et des pratiques qui sont neutres, puisque politiquement, rien n'est jamais neutre. Par rapport à ce que fait la Fondation Agnodis, donc ce sera la slide suivante, merci. On a nos dispositifs s'articulent sur 3 pôles principaux. Un premier pôle qui est un pôle clinique, c'est-à-dire un pôle d'accueil et de soutien pour les jeunes concernés et pour leurs proches. On est une équipe à peu près de 5 psychologues sur toute la semaine, donc c'est un travail qui est à 100% en tout, qui fait que les familles peuvent venir nous rencontrer, discuter. Et après, notre but principal, c'est de faire une forme de psychologie de liaison, c'est-à-dire de transmettre les personnes dans des réseaux selon les besoins spécifiques qui sont amenés. Parce que la Suisse romande étant séparée en plusieurs cantons, même si la Fondation se situe dans le canton de Vaud, on travaille sur toute la Romandie. Et si des personnes vont venir d'un certain canton, on va leur trouver des professionnels dans leur canton d'origine, le mieux vers leur ville ou dans leur ville d'origine, pour trouver des professionnels de la santé mentale, donc des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres éventuellement, des professionnels de l'endocrinologie, donc de l'endocrinologie pédiatrique, au moment où il y aura besoin éventuellement d'un retard de puberté et ou d'une hormonothérapie qui doit être effectuée dans des centres soit hospitaliers, soit dans des centres privés. Donc, notre but est vraiment de chapeauter ces différents réseaux, puis d'être sûr que les personnes vont être transmises dans les bons endroits pour répondre typiquement à leurs besoins. Dans ce pôle clinique, on a également des groupes de parole. On a mis en place un groupe de parole pour les parents de jeunes trans, donc un groupe qui est plutôt sur un modèle autogéré, c'est-à-dire des parents concernés qui vont animer le groupe avec d'autres parents concernés, mais les animatrices sont des parents concernés. On a toujours une psy de notre fondation qui est là, mais simplement pour répondre à des questions éventuelles qui pourraient se poser pendant le groupe et où les pères finalement qui organisent ces groupes n'auraient peut-être pas forcément toujours les réponses. Donc notre but est de pouvoir apporter les réponses si besoin. Par contre, le groupe où nous, on est plus dans l'organisation et le cadre, ça va être les groupes de jeunes. Donc on a des groupes de jeunes qui sont entre 12 et 20 ans, donc des groupes de jeunes concernés pour justement parler, un groupe psychothérapeutique pour les aider à avoir des ressources, à trouver des ressources, à affronter les difficultés du quotidien, mais aussi, on n'a pas que des groupes où on parle des difficultés, on peut aussi parler de ce qui se passe bien entre elles, ce qui peut amener aussi le fait de pouvoir construire une image positive de soi. Donc le travail est vraiment dans l'intersubjectivité et le soutien entre les jeunes qui sont concernés. Depuis peu, on a aussi un groupe de santé sexuelle qui existe pour justement permettre à des jeunes, alors plutôt des jeunes adultes, de parler de santé sexuelle, parce que la santé sexuelle des personnes trans est quand même le grand œillère qu'on a dans la clinique sexologique. C'est pour ça qu'on a fait un guide de bonnes pratiques sur comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on parle de santé sexuelle avec les jeunes qui sont en questionnement ou en transition de genre, ainsi que les jeunes non-binaires. Donc ça, c'est vraiment pour ce pôle clinique. On a un pôle scolaire qui fait qu'on intervient dans les institutions scolaires sur demande des jeunes, des familles et de l'institution pour justement accompagner une transition de genre à l'école, c'est-à-dire s'arranger pour que la personne puisse être intégrée sous son prénom de préférence, avec ses pronoms de préférence, même s'il n'y a pas eu de changement de genre au niveau de l'état civil. On accompagne ces changements pour gérer les aspects administratifs et venir faire l'information aux enseignants, enseignantes et aux élèves des classes concernées autour de cet élève. Donc c'est un dispositif qui a fait ses preuves depuis presque 10 ans et qui permet justement une meilleure intégration de ces jeunes au niveau de leur espace scolaire. Et notre troisième pôle, c'est le pôle que je vous ai vite rapidement présenté, qui est de la formation finalement des professionnels.
Pour passer à la slide suivante sur comment l'organisation se fait autour de la Fondation Agnodis, on est une fondation qui est dépendante de ce qu'on appelle la DGS, donc c'est le département général de la santé. On a un ministère de la Santé, l'OFSP, qui vous était présenté par Camille. Puis en fait, chaque canton a son petit ministère de la Santé qui a plus ou moins de marge de manœuvre sur comment faire de la santé dans la région concernée. Et dans notre région, qui est le canton de Vaud, on est subventionné par le canton parce qu'on fait partie des services de santé publique. On a un deuxième partenaire principal qui est l'unité PSPS, qui est en fait l'unité de promotion de la santé en milieu scolaire. Donc, ce qui fait qu'on peut intervenir dans les écoles pour justement accompagner ces questions de genre. Donc, on ne fait pas de la prévention au niveau scolaire. Ça appartient plutôt aux associations qui sont autour de la région. Nous, on accompagne vraiment juste spécifiquement la situation qui nous a mandatés pour cette intervention. Donc, ce qui fait que nos interventions sont totalement gratuites sur tous les plans pour les bénéficiaires. Ce qui était notre point essentiel dans ce travail, c'est qu'à aucun moment, les bénéficiaires n'aient à payer quoi que ce soit pour avoir juste accès à ce type de prestations. On a également des contacts avec les associations locales, avec les partenaires hospitaliers. Alors, on n'a pas toujours plein de partenaires hospitaliers, mais on a quand même certaines structures hospitalières, dont la pédiatrie à Lausanne et la pédiatrie à Genève, qui permettent d'avoir des collaborations assez fortes entre les systèmes extra- et intra-hospitaliers. Puis bien sûr, on fait aussi l'interface avec toutes les personnes et le réseau externe, c'est-à-dire de professionnels de la santé qui travaillent en libéral, en privé, et qui vont recevoir également des jeunes qui sont concernés. Ensuite, je vais parler de Centre 3, ce que représente Centre 3. Centre 3 est un centre de psychothérapie et de sexologie qu'on a voulu inclusif et féministe, c'est-à-dire qu'on se base sur des approches qui sont à l'interface entre les approches systémiques, les approches féministes, donc anti-oppressives, intersectionnelles aussi, et les approches aussi psychotraumatologiques, parce qu'on sait que dans les populations marginalisées, vulnérabilisées, le nombre de psychotraumas est en général assez important. Le but était de pouvoir permettre d'avoir un large spectre de traitement et d'accompagnement pour ces personnes, ce qui fait que notre clinique a à peu près 90% de personnes qui sont soit dans les dimensions LGBTIQ+, soit des femmes hétéro cis, mais qui désirent avoir des accompagnements plus incarnées sur des approches féministes, c'est-à-dire où elles n'ont pas trop le risque de se retrouver chez un ou une sexologue qui va leur dire que si elles n'ont pas assez de relations sexuelles avec leur partenaire homme cis, peut-être que c'est un enjeu de pouvoir et puis que ce n'est pas forcément elles qui devraient se mettre à table. Ce que j'ai pu entendre de la part de certains collègues et confrères sexologues, de l'appétit vient en mangeant. Donc, le but est d'avoir une autre approche de la sexologie et de la psychothérapie. Ce qui fait que dans ce contexte-là, on a aussi, avec ce centre, créé un pôle de formation. Alors, pas du tout que sur les jeunes trans, mais un pôle de formation à viser des psychothérapeutes. Donc, on a fait la toute première formation suisse pour l'accompagnement psychothérapeutique affirmatif. Donc l'accompagnement psychothérapeutique des personnes issues de la pluralité des genres. On est pour l'instant le seul institut de formation qui propose cette formation-là et qui permet de centraliser le savoir et aussi les bonnes pratiques actuellement sur ces accompagnements. Notre but, ce serait d'exporter un peu ça aussi dans les autres régions. Ce serait super. On ne veut pas garder un monopole, mais il faut bien commencer quelque part. Donc pour l'instant, on a pu se permettre de co-construire ceci. Volontiers à la slide suivante. Maintenant, où est-ce qu'on en est en termes de besoins? Tous ces centres, autant la Fondation Agnodis que le Centre 3, se sont créés à la lumière de besoins très spécifiques par rapport à la population des jeunes trans, notamment. D'une part, c'est le respect à l'autodétermination, donc d'avoir des centres qui accueillent l'autodétermination des personnes. Et on ne va pas dire forcément, tu arrives avec une question de genre, mais je vais essayer de voir si c'est vraiment une question de genre ou pas. Non, c'est d'accueillir la personne avec ses pronoms, son prénom, et de pouvoir juste accompagner la personne dans son cheminement et dans sa réflexion quant à son identité de genre. Parce qu'il y a des structures qui se basent quand même sur une très ancienne psychiatrisation, version gatekeeping, de se dire
la personne en face doit me prouver qu'elle est trans, alors que notre ligne directrice éthique et méthodologique, ça va être on accueille la personne dans sa détermination et on l'aide à cheminer vers là où elle, il a besoin d'aller. Donc, ce qui fait que dans ces besoins-là, on va éviter la focalisation aussi sur le fait que le genre est le problème à tout, parce qu'on a souvent entendu que des personnes trans qui pourraient avoir des symptômes, par exemple psychotiques, le genre serait une évolution du symptôme psychotique, alors que notre idée, c'est juste que non, la question identitaire appartient à la question identitaire et la question de la santé mentale, même s'il peut y avoir des sous-bassements, ne s'explique pas à travers uniquement le prisme du genre. Donc, c'est de pouvoir compartimenter aussi ces enjeux-là. Ce qui nous amène maintenant aux obstacles qu'on a au niveau suisse, parce que, comme je l'ai dit, malgré la neutralité de surface de notre pays, les politiques ne sont absolument jamais neutres et tout est politique. Le travail, d'ailleurs, avec les jeunes trans, est politique en lui-même. Actuellement, on a une association dans la partie francophone qui fait partie de GenSpect, qui est cette gigantesque association mondiale pour interdire les transitions de genre chez les mineurs. Donc on a notre propre petite branche de GenSpect qui fait pas mal de bruit quand même au niveau de la Suisse romande. Et puis depuis le mois de décembre, le canton de Berne a interdit, je mets avec des gros guillemets, mais les traitements irréversibles chez les mineurs dans le canton de Berne. En sachant que dans cette loi, qui appartient qu'au canton de Berne, il est marqué qu'en fait, la législation, on ne peut pas légiférer sur des traitements médicaux. Donc en fait, c'est plus une exhortation aux hôpitaux d'éviter de donner des traitements irréversibles, mais en fait, ça n'a aucun effet au niveau légal. Mais ça a un effet qui est plutôt un effet de faire peur, de vouloir montrer que la politique suisse se durcit par rapport à ces questions. Et il y a une motion qui a été déposée pour que cette interdiction se fasse au niveau fédéral. Mais ce qui paraît extrêmement improbable. Malgré tout, ça montre quand même la virulence toujours des mouvements anti-trans et de la volonté de restriction de l'accès aux soins des personnes trans. Ce qui m'amène à la dernière slide sur finalement comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on y remédie en tant que professionnel. Dans un premier temps, ça va être de pouvoir garder une posture éthique qui soit congruente avec les valeurs qu'on cherche à défendre, mais ça va aussi passer par continuer à se former, à participer à la connaissance scientifique. On participe à plusieurs études dans les aspects scientifiques et internationaux sur l'accompagnement des mineurs trans, la participation à des congrès, donc se tenir à jour en fait sur tout ce qui se fait à propos de cette thématique. C'est très important de continuer le débat de façon scientifique parce que la plupart des professionnels anti-trans ne sont pas des professionnels qui travaillent avec des jeunes concernés, donc c'est toujours important quand même de le rappeler, mais c'est surtout un peu comme ce type de congrès aujourd'hui ou de manière générale qu'on peut faire à titre individuel ou collectif dans nos régions, c'est de pouvoir s'entraider, faire des réseaux de professionnels, de discussions pour justement continuer à échanger et à se soutenir parce que le risque et la volonté de tous ces réseaux anti est d'isoler un maximum les professionnels, alors que le fait de pouvoir être ensemble, de se former ensemble et de continuer à travailler ensemble nous permet de faire avancer les choses et de continuer à protéger les droits des jeunes trans. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je vous propose que l'on passe à la dernière présentation avec Nelson. Et normalement, vous avez les micros juste à côté de vous. Il faut appuyer sur le bouton on. On ne vous entend pas. Est-ce qu'avec l'autre micro, peut-être? Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, et donc, bonjour à tout le monde. Alors, je suis Nelson Brucelon Apanga. Donc, je viens de la République du Congo. Voilà, je suis président de l'association Urgence Congolaise LGBTQ. Alors, l'association Urgence Congolaise LGBTQ, c'est une association qui lutte pour les droits des étudiants
et contre l'homophobie et toute forme de violence et discrimination à leur encontre, et qui lutte contre le VIH et SIDA et les IST en milieu universitaire congolais. Alors, je vais essayer un petit peu de parler, faire une présentation de la situation au niveau de la République du Congo, bon, mais de manière spécifique. Donc, je vais parler du contexte, si bien qu'au Congo, la question de l'homosexualité, c'est une question qui paraît un petit peu nouvelle. Donc, je pense que le contexte est différent du contexte, français aussi, ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'en 2014, la Commission africaine des droits de l'homme a adopté la résolution contre toute forme de violence et autre violence des droits de l'homme basée sur l'orientation sexuelle réelle ou opposée et l'identité du genre réel ou opposé, dite résolution 275. L'adoption de cette résolution par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a permis de faire avancer la lutte contre les violences dont sont victimes les personnes LGBTQ+. Alors, au niveau de la République du Congo, si bien que les violences basées sur l'orientation sexuelle, identité de genre sont réelles. Après plusieurs enquêtes que nous avions menées. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les cas de violence recensés suite aux enquêtes menées par l'association Urgence Congolaise LGBTQ, nous avons des jeunes étrangers de la sous-région, notamment de Cameroun, le Gabon, le Tchad, et des jeunes qui s'identifient trans et qui ont la majorité quitté leur pays parce qu'il y a des cas de violence, cas de discrimination. Et ces jeunes étudiants, bon, et d'autres sont au Congo et qui sont aujourd'hui membres de notre association. Si bien que notre association est encore jeune, puisqu'on n'a pas assez de moyens pour voilà, recevoir beaucoup de monde, les orienter, tout cela, et les accompagner. Mais on essaie un petit peu de faire l'essentiel le mieux pour protéger ces jeunes qui ont quitté leur pays à cause de violences, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces jeunes souffrent beaucoup de maladies, dans des cas de maladies, le VIH-Sida et d'autres, les ST, et ainsi de suite. Alors, toujours dans le cadre de l'enquête, en 2020, quand l'association a été nouvellement créée, nous avions mené une enquête spécifique. Bon, pas spécifique, mais on peut dire ça comme ça, puisque c'était en milieu étudiantin. Et c'est que le constat est que les jeunes LGBTQ et plus, en fait, ont des difficultés au niveau d'accompagnement. Ils ne sont pas souvent accompagnés, ils ont des difficultés, voilà, d'aide, et ainsi de suite. Alors, donc, le contexte qui fait que le contexte n'est pas trop abordé. C'est ça ce qui fait que le contexte au Congo n'est pas trop abordé. Comme je dis,
le Congo, l'homosexualité, c'est encore un tabou. Parce qu'on se dit, c'est pas dans la culture africaine. Voilà. Mais alors que l'homosexualité, s'il faut essayer un petit peu de remonter d'histoire, on peut pas dire qu'elle est occidentale. Parce que dans nos cultures africaines, ça existe bel et bien depuis l'Antiquité. Mais c'est un problème d'histoire. Donc, il faut enseigner, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que quand tu étais homosexuel, trans, gay, bisexuel, ce qui fait que c'est pas trop bien. Et ce qui provoque les violences et discriminations. Et ce qu'il faut aussi constater, c'est qu'au Congo, il n'y a pas une loi qui condamne les violences basées sur l'orientation sexuelle ou identité de genre. Et ce qui permet d'identifier les cas de violence, les cas de discrimination, on va dire en vrac. Alors, nous, par rapport à ce qu'il faut normalement résoudre, c'est que l'association Urgence congolaise LGBTQ, d'ailleurs qui est pour le moment la seule association de jeunes homosexuels au Congo, parce qu'on n'en parle pas et on a peur, il y a la peur qui est là, la discrimination, le rejet, beaucoup de choses. Nous, on essaye de faire l'essentiel et on est franchement dans le besoin de plus de soutien des ONG internationales et d'autres structures et qui vont nous permettre d'avancer le débat et de faire de plaidoyer au fur et à mesure. Nous avons aujourd'hui au Congo l'appui de l'ambassade de France et la délégation de l'Union européenne qui essayent de nous aider, mais toujours dans la peur parce que, comme je vous ai dit, le contexte n'est pas trop abordé, c'est très compliqué. Donc c'est très compliqué pour nous, mais on essaye d'arriver petit à petit et je pense que la lutte, elle n'est pas seulement au Congo, c'est partout, mais on a plus besoin du soutien d'autres pays, un petit peu avancés comme la France, comme la Suisse, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, sur d'autres aspects, que je vais passer la parole aux collègues. Il va essayer un petit peu de parler d'autres. Voilà. Merci. Oui, merci. C'est Herman Samba. Juste pour appuyer Nelson dans la même lancée. Effectivement, je suis psychologue de profession au Congo, cofondateur de l'association. Juste pour continuer à partager. Nous avons eu l'idée effectivement de soulever la question parce que ça faisait assez longtemps que ces problématiques s'observaient. Mais malheureusement, on n'avait pas de prise en charge sur cette lancée parce que j'ai travaillé sur les problématiques des violences sexuelles et puis de la prise en charge des personnes vivant avec HIV. Sauf qu'avec les personnes trans, c'était une grosse difficulté. Et nous avons pensé avec Nelson de créer cette association afin d'avancer un peu au niveau de la recherche et puis de la prise en charge. Effectivement, comme vous voyez, c'est vraiment un début de recherche, mais en termes clairs, ce qui revient toujours, tant chez la personne infectée avec HIV, tout comme chez la personne trans, en milieu social ou universitaire, il y a vraiment des cas d'hystérie, de dépression, de repli sur soi, de rejet, en termes clairs de stigmatisation.
Et nous avons aussi essayé de voir comment il faut faire pour essayer vraiment de se prononcer, de s'identifier, parce que moi-même, je suis voilà, gay. Donc, je ne pouvais pas accepter de laisser passer la situation comme telle. Euh, et encore, sur l'aspect, non pas seulement psychologique, sur l'aspect médical, là-bas, il n'y a pas d'hormones, voyez-vous. Donc, quand vous allez voir une certaine différence entre ici et là-bas, il y a vraiment une différence de nous voilà, au niveau même physiologique. Voilà. Et tout en avançant, nous avons pensé que bon, nous allons essayer de faire avancer la lutte afin de trouver quand même une solution avec ceux qui sont là-bas. Voilà. Et pour ajouter encore, au niveau de la prise en charge, effectivement, c'est ce que fait Nelson là-bas, parce que moi, je réside ici. Il continue à chercher en fait des partenariats avec l'Union européenne, avec l'ambassade de France au Congo, pour essayer de défendre les causes des minorités sexuelles universitaires. Nous avons encore cette cible. Et après, nous allons avancer avec d'autres cibles pour faire un partage d'expérience. Effectivement, c'est vrai, surtout en milieu universitaire, pour le dire, c'est pas aussi assez facile quand vous êtes gay, pour avancer. Il y a vraiment assez de discrimination. C'est pas comme ici où c'est vraiment différent. Vous vous sentez très à l'aise. Vraiment, voilà, ça ne bouleverse en personne, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très, très serré là-bas. C'est vraiment très stigmatisant en termes classe, il faut le dire. Et de façon concrète, on pourrait peut-être répondre aux questions si il y a des points que nous n'avons pas abordés. Merci beaucoup.